Donc, Madame Patron Joséphine va commencer le show. Un show épicé. Bonsoir à tous et bienvenue à vous. Merci d'être venus. Le but de ce rendez-vous ce soir est d'expliquer le processus du programme de financement des petites subventions mises à votre disposition sur le site de l'ambassade. Donc, en effet, nous voulons par là montrer les priorités de financement du département d'État, les thèmes stratégiques qui nous intéressent, mettre l'accent sur les projets qui répondent au mieux à nos objectifs et critères et vous détailler les procédures de soumission de ces demandes. Donc, vu que nous recevons beaucoup de demandes de subventions, nous avons vu la nécessité d'organiser cette session d'information pour discuter et mieux prendre en compte vos préoccupations et voilà, dans le futur. Donc, nous allons commencer par visiter le site de l'ambassade où vous pouvez trouver l'annonce d'opportunité de financement. Donc, vous avez sur l'écran le site de l'ambassade ou bien le USembassy.gov que vous voyez. Il y a aussi le grant.gov qui est le site aussi du département d'État, du gouvernement fédéral. Alors, une fois que vous êtes sur le site, allez-y à menu. C'est encadré en jaune, là, pour mettre en évidence. Puis, si vous cliquez sur menu, ça va vous diriger sur Education and Exchange. Vous cliquez là aussi et vous allez voir Local Grant Programs. Et cliquez sur Read More pour avoir plus d'informations. Alors, à vous de choisir la langue pour mieux comprendre, soit en anglais ou en français. Donc, lorsque vous cliquez, vous allez voir la présentation de cette page-là où il y a l'annonce d'opportunité de financement, le Annual Program Statement. Vous avez les SF qui sont des formulaires à remplir. Donc, par la suite, on va vous expliquer. Et vous avez également le Grant Application Form. Vous avez toutes ces... En fait, c'est les formulaires à remplir par la suite. Donc, on va parler de l'appel d'offres annuel qui est l'opportunité de financement. Donc, comme je le disais précédemment, lorsque vous cliquez sur l'appel d'offres, ça va ouvrir. Voilà un fichier PDF et voilà comment ça se présente. Là, vous avez beaucoup d'informations qui sont données. Voilà, beaucoup d'informations qui sont données pour vous aider à comprendre ce pourquoi vous devez postuler. Donc, ça vous donne le numéro, les dates pour soumettre le dossier, la date limite et tout, et ça vous explique le projet que nous voulons financer. Donc, les objectifs des petites subventions, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour la collaboration pour des programmes qui renforcent les liens culturels entre les États-Unis et le Burkina Faso par le biais de programmes culturels et d'échanges qui mettent en évidence les valeurs partagées et promeuvent la coopération bilatérale. Tous les programmes doivent inclure un élément culturel américain ou une connexion avec des experts, des organisations ou des institutions américaines dans un domaine spécifique qui favorisera une meilleure compréhension de la politique et des perspectives américaines. Donc, il ne suffit pas de soumettre un projet pour un projet,
il y a des critères et c'est de ça que nous parlons. Donc, un exemple, on a pris un projet de service communautaire pour la jeunesse visant à promouvoir les processus démocratiques et à encourager le bénévolat. Ici, à l'ambassade, nous avons des objectifs précis. Il s'agit de la promotion de la paix et de la sécurité, la promotion de la démocratie forte et de la bonne gouvernance, la promotion du développement social et des opportunités économiques équitables. Donc, ce sont principalement ces trois objectifs. Et chaque projet que vous allez soumettre doit avoir un lien avec au moins un de ces objectifs. Donc, et nous voudrons vous rappeler de tout le temps repartir sur le site de l'ambassade pour vous rappeler ces objectifs, lire encore l'annonce d'opportunité pour pouvoir produire un projet qui réponde à ce que nous avons lancé. Donc, je vous donne un exemple. Des programmes qui visent à promouvoir une meilleure compréhension de la diversité, de l'inclusion, des droits des femmes, des personnes handicapées ou autres aspects des droits de l'homme. Maintenant, nous allons parler du public cible. En fait, il s'agit là des personnes qui sont habilitées à soumettre les dossiers pour les subventions. Donc, les médias nationaux et régionaux, les ONG et les groupes de réflexion, les communautés marginalisées, les universités, les représentants du gouvernement, c'est-à-dire les représentants de l'État, des districts et des municipalités, les décideurs politiques, les fonctionnaires, les leaders culturels et éducatifs, parce qu'on reçoit beaucoup de demandes de subventions pour les festivals. Ça fait partie de la culture aussi. Les leaders de la prochaine génération, par exemple les innovateurs. Tout le temps, il faut voir l'annonce. L'annonce, c'est une référence, c'est la base pour ne pas se tromper. Là, c'est les types de programmes pour lesquels la subvention ne s'applique pas. Il y a des moments où nous recevons des dossiers où on veut construire, par exemple, une école, un atelier. Nous ne pouvons pas prendre en compte ces genres de demandes. On ne prend pas en compte les programmes de lobbying, les demandes de bourse. Ça ne concerne pas cet appel d'offres. En fait, il y a des bourses, mais là, c'est un autre programme. Il y a le Fulbright, le YALI, et là, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les demandes de subvention. Mais nous en recevons quand même des gens qui veulent voyager, qui demandent des fonds ou bien qui demandent de payer la scolarité. Donc, c'est des choses que nous ne pouvons pas faire. Les activités religieuses spécifiques, voilà, pour une foi ou une religion donnée, nous ne pouvons pas, on ne peut pas considérer ces types de demandes aussi. Il y a beaucoup plus d'autres exemples qui seront développés plus tard. Là-bas. Les informations de base sur la subvention. En fait, toutes ces informations, vous les avez dans l'annonce d'opportunité. On donne les détails sur tout ce qu'on veut, sur tout ce qu'on peut financer. Donc, on a donné un montant maximal de $25 000 et le minimum, c'est $100.
Donc, nous ne pouvons pas, quand l'annonce dit de soumettre une demande compris entre 25 000 et 100 $, nous ne pouvons pas aller au-delà, nous ne pouvons pas descendre en deçà de 100 $. Donc, tout ça, vous pouvez faire le budget en fonction de ces informations. Il y a aussi la période de performance, d'accomplissement du projet qu'il faut respecter. Et là, le projet est limité à 1 an. Donc, nous voudrions attirer votre attention pour que dans la soumission du dossier, vous teniez compte de ça. Voilà. Et, un exemple de financement, on a le Fixed Amount Grant. C'est un financement fixe à terme et aussi sur le montant. Les critères d'éligibilité, c'est très important. Donc, le Burkina Faso est le pays de mise en œuvre, ce qui veut dire que le projet doit être implémenté au Burkina Faso ici. Les organisations à but non lucratif enregistrées, y compris les groupes de réflexion et les organisations de la société civile non gouvernementale, ayant une expérience en matière de gestion de projet. Les particuliers, les établissements d'enseignement à but non lucratif ou gouvernementaux, les institutions gouvernementales sont éligibles. Les entités à but lucratif ou commercial ne sont pas autorisées à postuler au financement. Une seule demande par personne. En fait, on ne voudrait pas avoir affaire à une seule personne qui soumet pour plusieurs projets, ou bien une copie d'un projet. En fait, je ne sais pas comment on dit ça, c'est un peu de plagiat. Voilà, ok. Et aussi, il faut que le projet soit enregistré impérativement sur SAM.gov. Et lorsque vous vous enregistrez sur ce lien, vous allez obtenir le numéro UEI. Compte tenu de la demande de subvention. Fais à manger, on continue. Alors, lorsque nous étions en train de parler de l'annonce, et il n'y a pas que ça, l'annonce c'est pour donner des informations. Maintenant, c'est le travail même. En fait, les formulaires surlignés en jaune, on doit les remplir. Il s'agit des formulaires SFA, d'accord, SF 424 ou SF 424I, SF 424A et SF 424B. En fait, c'est des formulaires qui donnent des informations sur votre structure, sur vous, sur ce que vous faites. Et aussi, c'est des formulaires qui donnent des informations sur le budget et aussi, il y a un formulaire d'engagement. Vous allez signer pour montrer à quoi vous vous engagez, vous avez approuvé et vous savez de quoi il s'agit. Il y a la fiche de synthèse, comme son nom l'indique, la demande de subvention. Tous ces formulaires, vous allez là-bas vous expliquer. Et l'enregistrement sur SAM pour obtenir le numéro. Et voilà. Donc, ça, c'est un exemplaire de formulaire SF 424. Vous voyez, tout ce qui est encadré en rouge doit être rempli. De toute façon, à la fin du formulaire, vous avez plus de détails pour mieux comprendre. Oui, SF 424I pour les particuliers individuels.
Et là, c'est la présentation du budget. Vous avez les activités. Vous avez également le budget estimatif ou bien le budget définitif. Tout dépend de à quel niveau vous êtes. Vous pouvez, si c'est un budget estimatif, vous le mettez. Si vous avez le budget définitif, vous remplissez également. Et le SF 424B, où vous allez signer et l'officier américain également va signer et pour vous engager, vice-versa. La fiche de synthèse. Une page, il s'agit d'une page récapitulative indiquant le nom de l'organisation ou récipiendaire et de son organisation, la date de proposition, le titre du programme, les dates de début et de fin proposées pour la période du programme, ainsi qu'un bref objectif du programme. Lorsque vous voulez remplir, allez-y, dites quelque chose de précis et concis. Remplissez le formulaire de la demande de subvention. Je passe la parole à Léla. Merci de le passer. Merci beaucoup pour votre attention. Je veux vraiment remercier Madame Batran Joséphine, qui est mon binôme maintenant, comme vous le savez. Donc, c'est elle qui gère les fonds. Donc, elle a brosé en gros ce que nous attendons de vous dans l'appel d'offres annuel. Donc, l'appel d'offres annuel, c'est ce qu'elle a brossé. Il n'y a rien de compliqué. Vous avez vu, c'est en 5 minutes même qu'elle a brossé le tableau de ce que nous attendons. Donc, elle a donné des exemples, elle a cité les organisations à but non lucratif, les NGO. La liste qu'elle a donnée n'est pas exhaustive. Donc, nous vous invitons à aller sur le site web de l'ambassade pour pouvoir bien lire et puis voir plus de détails. Merci. Donc, merci de m'épauler, Joséphine. Donc, la prochaine étape, c'est de remplir un formulaire de demande de subvention. Donc, qu'est-ce que le formulaire de demande de subvention? C'est une proposition suffisamment claire et qui contient suffisamment d'informations pour qu'une personne qui ne connaisse pas votre organisation ou votre projet puisse comprendre ce que vous voulez faire. Donc, c'est un récapitulatif de toutes ces thématiques que vous avez en bas. Donc, les problématiques, la description du projet, le nom du projet, la durée, début et fin, le résumé et justificatif du projet, les buts et les objectifs, les activités avec agenda, monitoring et évaluation, suivi et évaluation, les forces et l'innovation de votre projet, le stade du projet et le partenaire, la durabilité ou continuité, on veut dire la pérennité. Comprenez, nous parlons du franglais. Donc, vous avez la possibilité de nous donner un format avec toutes ces informations-là, ou bien vous pouvez vous faciliter la vie. Nous avons créé un document qui vous permet de remplir toutes ces informations-là vraiment très facilement. Un document de 2 pages. C'est sur le site web de l'ambassade. D'accord. Next. Donc, voilà comment ça se présente. C'est vraiment très, très facile. La première page du document, c'est vraiment des informations générales. Donc, vous avez ça vraiment facilement. Donc, le nom de votre organisation en anglais et le nom de votre organisation, le nom original. Donc, si vous êtes association La Paix, vous pouvez dire association Piste, ou bien, quand vous allez écrire de façon originale, ce sera association La Paix. Donc, l'adresse de votre association, la ville où c'est situé, donc ça peut être Bobo ou Ouaga, dépendamment de où vous êtes, le site web, si vous avez un site web, le représentant de l'organisation, son nom, son prénom, son numéro de téléphone, s'il a un fixe, s'il a un téléphone mobile, et s'il a un email. Il n'y a plus de fax, je pense. Donc, voilà. Ça, c'est pour la première partie. Donc, la deuxième partie, elle traite du contexte de l'organisation. Donc, la capacité organisationnelle de l'organisation et les bilans de subventions précédentes. Si vous avez eu des subventions présentes avec l'ambassade, c'est un déjà, ou avec tout autre département du ministère américain ou du département des institutions américaines. Ça peut être un PEPFAR, etc. Donc, ou bien vous avez eu d'autres subventions dans un projet similaire avec Diaconia, etc.
Nous sommes intéressés à savoir si vous avez vraiment l'expérience qu'il faut pour gérer le projet que vous vous soumettez. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. Donc, la troisième partie traite l'énoncé du problème. Elle doit être claire et concise. Pourquoi le programme est nécessaire, les buts et les objectifs. Donc, l'idée du programme est bien développée avec ces détails sur la façon dont les activités du programme seront menées. Nous sommes intéressés à savoir. Les objectifs sont clairement énoncés et l'approche du programme est susceptible de fournir un impact maximal dans la réalisation et les résultats proposés. Donc, on a l'objectif d'abord premier, donc les buts, et nous avons les objectifs spécifiques. Est-ce que je dois passer sur les objectifs spécifiques? Nous, tout le monde sait ce que c'est, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Donc, non, je n'ai pas fini. Donc, les objectifs spécifiques, un plan de suivi et évaluation. Le demandeur doit démontrer sa capacité à mesurer le succès du programme par rapport aux indicateurs clés et aux jalons fournis. Donc, si vous nous dites que vous voulez faire 10 sessions de sensibilisation à des jeunes filles qui sont au niveau de Bangalore, côté Est, pendant la période de juillet-août, donc nous, on s'en tient à ça. Quand on va venir maintenant au moment de suivi évaluation, est-ce que les 10 projets ou 10 sessions de sensibilisation ont été faites? Et par rapport aux indicateurs clés que vous nous donnez, on va faire le suivi évaluation et puis mesurer le progrès accompli. Donc, les partenaires clés, les noms et types de participation. Donc, les partenaires clés, c'est quoi? C'est les partenaires qui vous accompagnent, autres partenaires que l'ambassade qui vous accompagne sur le projet. Donc, ça peut être la mairie de Ouagadougou. Donc, quel est le rôle de la mairie de Ouagadougou concernant le projet? Dans quel domaine elle vous accompagne? Nous sommes intéressés à savoir. Donc, la pérennité. Donc, on veut savoir comment est-ce que les activités vont continuer à avoir un impact positif après la fin du programme. On veut également savoir si ce que ce n'est pas un one-time programme, c'est-à-dire un programme une fois et puis c'est bon. Hein? Donc, on veut savoir que ce n'est pas ça. Next. Donc, sur la quatrième partie, c'est la partie la plus importante. La partie la plus importante, c'est le budget. Donc, vous devez avoir un budget très détaillé. Les coûts doivent être raisonnables par rapport aux activités proposées et aux résultats escomptés. Le budget doit être réaliste, tenant compte de toutes les dépenses nécessaires pour réaliser les activités proposées. L'homme vous dira qu'il y a beaucoup de projets qui n'ont pas passé le radar. Donc, quand on dit que le budget doit être détaillé, si par exemple au niveau de personnel, vous nous mettez $5,000, oh, $5,000, c'est pourquoi? Nous, on ne sait pas pourquoi c'est. Donc, il y a une partie budget narrative qu'il y a de remplir. Vous pouvez dire contractuels pendant 10 mois ou 2 mois à tel coût. Là, on sait que voilà pourquoi les $5,000 sont utilisés. Alors que si vous nous mettez des chiffres comme ça, et ce que je disais, vous n'êtes pas là quand le comité se réunit. Donc, il y a un comité qui se réunit, on verra ça plus tard. Donc, si eux, ils ne comprennent pas, c'est déjà out. D'accord. On continue? Tu veux intervenir? C'est par rapport au budget d'abord. Parce que tout le monde entend. Non, on n'entend pas. On a le micro pour ceux qui sont en ligne. C'est pour juste attirer votre... Juste pour... Ça marche. Bon, c'est par rapport au budget. C'est vraiment pour dire aux gens de faire vraiment attention. Souvent, quand elle a fait référence ici, c'est à moi, c'est parce que souvent on reçoit des demandes de subventions. Et quand on regarde, en fait, on a l'impression que c'est pour se payer soi-même. Les 99,99%, c'est juste pour se payer soi-même. Voilà, je fais un projet, c'est pour me payer moi-même. On ne voit pas l'intérêt de prendre l'argent, mettre dedans. C'est pour faire quoi? Les bénéficiaires, là, ou bien le programme, on ne voit rien. Oh. Donc, ça dépend. Hein. Donc, chacun peut juger à sa manière. On ne dit pas de ne pas utiliser pour se récompenser un peu. Quand on fait un projet, c'est vrai, ça engage des frais. Mais quand même, on veut voir, ça sert à quoi? Comme elle l'a dit, on a des objectifs. L'objectif n'est pas de vous payer un salaire, mais c'est pour entreprendre quelque chose, pour que ça serve à la communauté, pour promouvoir quelque chose.
En fait, il faut tenir compte de tout ça. D'accord. Donc, vous devez remplir la partie du budget en plus du SF 424A. Donc, c'est une feuille détaillée. Vous pouvez décider de remplir sur une feuille de votre choix ou bien utiliser notre format. Donc, sur la feuille, nous aurons besoin des dépenses de votre budget, donc c'est-à-dire avec justification. Donc, vous allez décrire les salaires, le traitement avantage du personnel temporaire ou permanent, comme je le disais, et permanent qui travailleront sur le projet, sur la base du pourcentage travaillé sur le programme. C'est-à-dire que nous avons peut-être un chef de projet qui sera sur le projet à 80% de son temps. Donc, vous devez mentionner tous ces détails-là. Donc, il y a les déplacements. Donc, estimer les frais de déplacement, les frais de voyage ou les indemnités journalières, s'il y en a, bien sûr. Maintenant, s'il y a des voyages internationaux, vous devez pouvoir justifier pourquoi est-ce qu'il y a un voyage international. Excusez-moi, le franglais est trop dans mon corps. Donc, les équipements, ce sont des articles ou des machines qui ont une valeur de plus de 5 000 $. Donc, dans notre fiche, nous avons souvent équipement et supply. Donc, quand on dit equipment, c'est vraiment des articles qui ont plus de 5 000 $ par unité, avec un taux d'amortissement de plus d'une année. Donc, c'est ça vraiment qu'on appelle équipement. Maintenant, ce qu'on appelle supply ou fourniture, ce sont des articles ou matériels comme les appareils informatiques de moins de 5 000 $. Voilà. Next. On ne paye pas les matériels roulants. On ne paye pas les matériels roulants. Donc, les fournitures, fournitures. Donc, on a parlé de ça. Donc, ils ont moins de 5 000 $ et c'est comme les appareils informatiques. Donc, nous avons les contractuels. Les contractuels, c'est des biens ou des services acquis par le biais donc contrat avec un fournisseur. Donc, celui qui peut peut-être s'occuper du son dans les festivals. Voilà. Donc, les autres coûts directs. Donc, les autres coûts directs, ils n'entrent pas dans les autres cases, en fait. Donc, ils n'entrent pas dans les fournitures ni dans les contractuels. Donc, ce sont des frais comme les frais d'expédition. Donc, souvent, on ne sait pas où mettre certains coûts. Donc, ça peut entrer dans les autres coûts. Mais il faut toujours détailler pour nous dire à quoi ça sert les autres coûts. Qu'est-ce que vous avez mis dedans? On veut savoir. Les coûts indirects. Donc, les coûts indirects, ce sont des coûts qui ne sont pas liés directement au projet ou au programme. C'est comme les frais généraux pour le fonctionnement de l'organisation, par exemple. Voilà. Toutes les dépenses doivent être détaillées et expliquées. Il y a aussi la rubrique le partage des coûts. Ça fait référence aux contributions de l'organisation. Donc, peut-être Jazz Awaga, ce sont Jazz Awaga, ou bien d'autres entités comme la mairie de Ouagadougou. Donc, on veut savoir est-ce que il y a un partage de coûts? Souvent, dans le budget, il y a contribution. Donc, qu'est-ce que l'entreprise amène? Est-ce que c'est de la main-d'œuvre que l'entreprise amène? Est-ce que c'est un terrain que l'entreprise amène? Peut-être la mairie de Ouaga a décidé de vous donner le terrain au lieu de vous faire louer la salle, etc., etc. Voilà. C'est ça le budget. Donc, on continue. Donc, en plus de remplir la partie budget, nous avons des pièces jointes que vous devez attacher au projet, comme le CV du personnel clé proposé pour le programme. Donc, il y a une rubrique personnelle où on vous demandera de donner les CV des personnes qui interviendront, des personnes clés qui interviendront dans le programme. Si vous me dites qu'il y a un programme manager, on veut avoir son CV, on veut savoir son nom. Donc, les lettres d'autorisation officielles, si elles sont nécessaires pour les activités du programme. Voilà. Les lettres de soutien des partenaires du programme, décrivant les rôles et les responsabilités de chaque partenaire. C'est ce que je disais. Donc, si vous avez des partenaires qui désirent vous épauler, on veut bien avoir les lettres de soutien de ces partenaires-là. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. N'inventez pas. Donc, et la quatrième partie la plus importante, c'est vraiment votre identifiant d'identité unique, le UEI. Oui, en anglais. Moi, franchement, je parle du franglais. Donc, et votre enregistrement à SAM.gov. Maintenant, l'enregistrement à SAM.gov, c'est vraiment pour les organisations et non pour les individus, donc les particuliers.
La prochaine étape, c'est l'envoi. Donc, quand vous avez réuni toute cette information, c'est-à-dire que vous avez fini de lire le NOFO, vous avez pris note, vous avez rédigé votre demande de subvention, vous avez fait votre budget. Maintenant, la prochaine étape, c'est de nous envoyer. Vous devez envoyer votre demande de subvention à cette adresse-là, amemb@state.gov. amemb@state.gov. Donc, vous devez envoyer votre courrier de façon électronique à cette adresse-là. Maintenant, ce n'est pas une adresse qui est directement liée à nos petites subventions, c'est-à-dire que ça vient au niveau de l'ambassade. Donc, on nous dispatche votre demande de projet. Voilà. Je voudrais ajouter peut-être que cette adresse, peut-être qu'à la longue, on aura peut-être notre propre adresse de vente où vous pouvez envoyer. Et surtout, n'envoyez pas vos dossiers à une personne de façon individuelle, soit à Léla ou bien à moi. On ne peut pas recevoir les dossiers de cette façon. Donc, envoyez à l'adresse officielle. Aussi, nous voudrions demander lorsque vous avez un projet à soumettre, suivez les instructions et envoyez le projet. Au lieu d'envoyer les lettres de demande d'audience, les lettres de visite, c'est inutile. Dites seulement ce que vous voulez. C'est comme ça que ça se passe. Donc, allez-y droit au but. On n'a pas besoin de beaucoup de protocoles pour exprimer ses besoins. Voilà. Donc, je voudrais attirer l'attention sur ça aussi. Merci. Très, très important. Parce que souvent, si vous envoyez un individu, la personne peut vous oublier. Alors que si vous envoyez à cette adresse-là, c'est sûr que ça va être dispatché. 99%. 99,99%. L'exemple ce soir, quand on a envoyé les invitations, on a demandé de répondre à nos adresses pour qu'on puisse compiler la liste. Mais il y a certaines personnes qui connaissent d'autres personnes ici. Ils ont envoyé à ces personnes-là. Du coup, on ne les a pas sur notre liste et c'est compliqué. Voyez. Merci. D'accord. Next, une fois à l'ambassade. D'accord. Donc, nous allons maintenant parler du processus d'examen et de sélection. Donc, les affaires publiques recevront toutes les demandes tout au long de l'année et seront examinées selon le calendrier spécifique. Donc, souvent, c'est mars et juillet. Ça peut changer. Donc, souvent, on va examiner les dossiers selon un calendrier bien spécifique. Voilà. Donc, et le document... Non, pas fini. Je vais parler de la messe. Voilà. Donc, le document est envoyé, comme je le disais, par courrier électronique à l'adresse que j'ai précédemment mentionnée. Donc, le processus d'examen et de sélection. Tous les dossiers admissibles seront soumis au comité. D'accord, ça c'est la première condition. Deuxième condition, il y aura un comité qui examinera les dossiers sur la base des critères qu'on vous donnera tout à l'heure. Il y aura également une notification qui sera envoyée dans les 90 jours, suivant la date limite fixée par l'offre annuelle. Voilà. Donc, nous allons maintenant parler des différents critères avec lesquels le comité se base pour sélectionner les projets. Donc, le premier critère, exhaustivité de la proposition. Donc, la proposition doit répondre en fait à toutes les exigences de l'appel à projet en tenant compte des objectifs de la mission. C'est clair? Donc, deuxième, l'innovation. Comment est-ce que la proposition s'articule autour d'une stratégie innovante et d'un plan de mise en œuvre? Troisième critère, la capacité institutionnelle et organisationnelle. L'organisation doit avoir une expérience dans la gestion des projets similaires, une expertise de l'organisation et des sous-traitants. Souvent, vous faites appel à d'autres organisations pour vous épauler dans la gestion du projet. Donc, les gens que vous allez appeler pour la gestion, pour mettre en œuvre le projet, doivent quand même avoir de l'expertise. Le budget. Le budget, comme on l'avait dit, doit être détaillé et la justification doit être complète et raisonnable par rapport aux activités proposées. Souvent, on voit des coûts qui sont vraiment hors limite. On se dit, oh, c'est l'ambassade des États-Unis, on va profiter.
Donc, soyons de bons juges. Donc, des coûts raisonnables. Donc, le suivi et évaluation. Il doit mesurer la réussite du programme avec des indicateurs clés et des jalons pour indiquer le progrès accompli. La pérennité. Donc, le projet doit s'inscrire dans le long terme. Donc, on ne veut pas financer des one-time projects. Maintenant, quand vous remplissez le formulaire, il y a des règles à respecter. Donc, le formulaire doit être en anglais. Ça, c'est une règle sine qua non. Le formulaire doit être en anglais. Pas de formulaire en français. C'est l'ambassade des États-Unis. Je voulais faire une blague, mais je m'arrête là. Donc, les pages doivent être numérotées. La police de texte 12 Times New Roman. Le budget doit être en dollars. Pas de budget en CFA. Le budget doit être détaillé, très important, pour qu'on sache ce que vous voulez payer. Le personnel clé doit être défini. Donc, s'il y a un programme manager, il y a un accounting, on veut savoir. Les objectifs spécifiques sont clairs. Les objectifs spécifiques doivent être SMART. Donc, SMART. Et les innovations et impact présentés. Voilà. La gestion des subventions. Donc, après tout ça, là, si vous êtes sélectionné, vous soumettez votre projet au niveau de l'ambassade et un jour, on vous appelle, ah, monsieur Untel, venez, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations, etc., etc. Après ça, et qu'on vous dit, ah, votre dossier a été retenu pour un financement. Maintenant, on va passer à la gestion des subventions. Donc, quand votre dossier est retenu et qu'on vous a appelé pour vous mentionner ou bien on vous a envoyé un mail pour vous notifier, là maintenant, on administre la subvention. Donc, la subvention est rédigée, signée et administrée par le responsable des subventions. Ça, c'est un. Elle est transmise aux bénéficiaires pour examen, lecture et signature électronique. Donc, une fois que nous avons rédigé les subventions, elle vous sera transmise. La subvention même vous sera transmise. Je vous montrerai un exemple de subvention tout à l'heure. Donc, il y a des termes et conditions qu'on va vous notifier pour la subvention. Il y a des règles qu'il faut respecter pour la subvention que vous aurez reçue. Donc, tous ces documents-là vous seront remis pour lecture, examen et signature. Donc, le paiement. Le paiement se fait en 2 ou plusieurs tranches. Généralement, les deuxièmes tranches, après les deuxièmes tranches, elles sont soumises après réception du rapport. Elles sont conditionnées par la réception du rapport. Pour ceux qui ont travaillé avec nous le savent. Généralement, on fait une première tranche, 80, 50, 75%. Et maintenant, après réception du rapport d'activité, nous délivrons la deuxième tranche du paiement. Donc, les exigences relatives au branding et au copyright. Tous les documents produits dans le cadre de la subvention doivent comporter notre logo. Il y a des exceptions à cette règle, bien sûr. Donc, voilà un exemple de subvention, de award, comme on les appelle, ou grants. Souvent, on appelle ça grants. Donc, vous voyez, il y a le nom, toutes les informations que vous nous avez fournies dans soit la fiche de synthèse, soit la demande de subvention, ou bien soit dans les SF 424. Vous allez retrouver ces informations-là dans le grant ou la demande de la subvention elle-même, qui est comme un contrat. Donc, mentionnez le type de subvention, l'adresse, le représentant de l'organisation, le type d'entité que vous êtes, le vote UII, donc Unique Entity Identifier. Ça, c'est très important. Donc, voilà un peu comment se présente. Voilà, c'est ça. Donc, la période de performance. Généralement, comme ma collègue l'a dit, c'est une période de 1 an. Le grant est posé sur une période de 1 an. Donc, et
après que le responsable de la subvention a signé, ici, le grant vous est soumis pour signature. Donc, ici, nous avons le nom de récipiendaire ou de représentant et ici, votre signature, ainsi que la date. Donc, next. Donc, et comme je le disais, avant de signer le document de subvention, les récipiendaires doivent examiner tous les termes et conditions et les certifications requises qui s'appliqueront pour s'assurer qu'ils seront en mesure de se conformer. Donc, on vous donne des termes et conditions pour la subvention et on s'assure que vous avez bien lu et vous êtes d'accord avant de signer. Voilà. Généralement, il n'y a rien de compliqué. C'est juste les termes du contrat disant que vous vous engagez à faire telle ou telle activité. Donc, on reprend les objectifs spécifiques, on reprend le but de l'activité, on reprend les dates du programme, on met le nom du représentant, etc. Et on met aussi les termes de la subvention. Il y a un terme, une condition, par exemple, mentionne que tous les documents doivent porter notre branding ou notre logo. Donc, voilà, ça c'est une condition, par exemple. Vous voyez, il n'y a rien de trop méchant. Next. Donc, après avoir signé votre subvention ou bien et les termes et conditions, vous allez faire une requête d'avance et de remboursement. C'est-à-dire une requête d'avance, c'est le paiement de la subvention. Donc, et la fiche se présente comme ci. C'est les mêmes informations que vous devez remplir sur le formulaire. Donc, le nom, le prénom, le type de paiement, etc. Next. Encore la signature. Next. Voilà. Ça, c'est la partie la plus importante. Généralement, quand on donne les subventions, on trime avant de recevoir nos rapports. Donc, il y a une exigence en matière de rapport. Donc, les bénéficiaires devront soumettre un rapport financier et des rapports de programme, donc des rapports narratifs. Donc, et inclure également des photos, si vous avez des photos, des coupures de presse, des liens presse, etc. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de bien méchant. Vous avez vu que le formulaire de demande, déjà, c'est 2 pages. Le formulaire de rapportage, c'est à peu près pareil. Mais on veut savoir ce qui s'est passé. Donc, vous devez relater, est-ce que les objectifs spécifiques ont été atteints? Oui ou non? Ce n'est pas un problème si ça n'a pas été atteint. On apprend toujours des leçons. Quel est l'impact de la subvention, de votre demande, de votre projet que vous avez appliqué, fait? Donc, mais le grant également précisera la fréquence de soumission de ces rapports-là. Dans les termes et conditions, il est mentionné combien de fois vous devez donner des rapports. Donc, voilà un exemple de rapport financier. Donc, c'est vraiment pas trop compliqué. C'est à peu près les mêmes informations que le SF 424. Vous voyez, adresse, numéro UI, etc., code postal, quelle période. Donc, vous avez toutes ces informations-là. Donc, les documents que vous remplissez au tout début vous aident à remplir les documents de fin. C'est vraiment pas compliqué. Donc, mais dans le rapport narratif, on veut vraiment que vous fassiez ressortir les objectifs du programme, est-ce qu'ils ont été atteints ou pas, et les impacts du programme. C'est très important pour qu'on sache vraiment qu'est-ce qui s'est passé pendant l'activité. Voilà. Une condition sine qua non, c'est de ne pas payer d'alcool, de boissons alcoolisées avec les fonds du département d'État. On ne paye pas de boissons alcoolisées avec les fonds du département d'État. Voilà, l'émission et l'avis de l'opportunité de financement ne constituent pas un engagement d'attribution de la part du gouvernement américain, ni n'engage le gouvernement américain à payer les frais engagés pour la préparation et la soumission des propositions. Donc, si vous décidez de faire une demande de subvention et que vous avez peut-être demandé à un ami de vous traduire le document en anglais et que vous n'avez pas été sélectionné par le comité, on ne vous rembourse pas les frais. C'est vous qui avez engagé ces frais-là. De plus, le gouvernement américain se réserve le droit de rejeter une ou toutes les propositions reçues. Deuxième chose, les subventions
sont émis sur la base de nos fonds. Donc, ça veut dire que si on a de l'argent, bien sûr, on finance des projets. Si on n'a pas d'argent, il n'y a pas de projet. Voilà. Il est également important qu'il faut le branding. Une partie essentielle des termes et conditions, c'est le branding. Donc, il y a une exception à cette règle. L'exception, c'est que votre projet est très sensible. Par exemple, si votre projet se déroule dans le Sahel, donc, il se peut que le logo ou le drapeau américain n'est pas bien perçu, on peut vous faire une exception. On peut vous dire, OK, pas besoin d'apposer notre logo ou notre drapeau sur les documents ou sur les banderoles. Maintenant, en ce qui concerne le copyright, si une information de votre application est exclusive, par exemple, droit d'auteur, propriété intellectuelle, veuillez nous la notifier. Voilà. Je veux revenir sur un problème qui se passe souvent. Donc, généralement, quand vous recevez nos PDF, il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'ils n'arrivent pas à les ouvrir. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut aller ici. Enable all features. Puisque quand on vous envoie le document que vous ouvrez, ça va vous mettre ce message-là. On dit, please wait. Donc, généralement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur Enable All Features pour pouvoir ouvrir la documentation et ça devrait marcher. Voilà. Si vous devez retenir quelque chose de cette session d'information, c'est que, premièrement, vous devez vous enregistrer sur le site du SAM.gov, première des choses, et obtenir un numéro UII. Vous devez également avoir des informations consistantes sur tous les sites du département d'État. C'est-à-dire que si vous vous enregistrez sur UII avec Association La Paix, vous ne pouvez pas revenir utiliser le numéro de UII de Association La Paix et nous dire que vous vous appelez Association Wenlamita. Ce n'est pas possible. Donc, tous les noms et les informations doivent être consistantes sur toutes les informations que vous nous donnez. Donc, je sais que ça fait beaucoup à assimiler et on voudrait vous remercier pour votre attention, l'audience dans la salle et notre public virtuel. Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, non moins importante, mais très, très, très importante, l'enregistrement au SAM.gov pour avoir un UII. Donc, nous allons appeler notre expert du jour, M. Hafiz Abdoulaye Ouedraogo. Veuillez nous passionner. Donc, on va continuer. Bon, on va reprendre alors. OK. Donc, on va reprendre. Donc, comme je le disais au début, pour pouvoir vous enregistrer sur SAM.gov, il vous faut en fait des prérequis. Il faut faire d'abord un check-in. Pour être sûr que vous avez le nom de votre organisation, vous devez avoir l'adresse de votre structure, ça veut dire que le lieu de domiciliation de votre structure, adresse complète. Vous devez aussi connaître l'année de création de votre entité, l'année de création qui est sur vos documents de création, la ville où votre structure a été créée, est-ce que c'est à Ouagadougou, c'est à Bobo, ça aussi vous devez savoir ça. Et vous devez avoir vos documents de création. Les documents de création doivent être traduits en anglais. Donc, si vous avez ces différents éléments, vous pouvez maintenant aller sur www.sam.gov pour commencer le processus d'enregistrement. Maintenant, pour faire le processus d'enregistrement, pour votre organisation, vous devez créer un compte avant même de commencer à enregistrer votre entité. Donc, pour ce faire, vous devez soit appuyer sur Get Started ou vous devez aller sur Sign. Si vous cliquez en fait sur les deux, vous allez voir ce message-là qui va vous apparaître. Et maintenant, vous devez accepter, vous devez lire et accepter. Et si vous acceptez maintenant, vous commencez le processus de création. Maintenant, le processus de création, vous cliquez sur Create an account. Donc, lorsque vous finissez de faire cela maintenant, on va vous présenter les différentes étapes. Donc, la première étape, vous mettez votre mail. Deuxième étape, vous choisissez en fait la langue avec laquelle vous êtes à l'aise.
La troisième étape, vous lisez les règles les règles d'utilisation de la plateforme. Et maintenant, vous cochez si vous êtes d'accord. Vous avez lu et vous êtes d'accord. Et maintenant, vous soumettez. Et lorsque vous finissez de soumettre maintenant, normalement, on va vous envoyer automatiquement un mail. Vous devez d'abord même confirmer. On va vous demander en fait de confirmer votre adresse mail. Et on va vous faire apparaître ce message-là pour vous dire qu'on va vous envoyer un lien et le lien va s'expédier en 24 heures. Lorsque vous cliquez, vous confirmez votre adresse mail. Donc, normalement, vous allez recevoir un mail sur votre compte. Peu importe c'est quel compte, vous allez recevoir en tout cas un mail sur votre compte. Maintenant, lorsque vous recevez le mail sur votre compte, avant ça, ok, non, ça c'est le mail que vous allez recevoir dans votre adresse email. Donc, lorsque vous allez ouvrir votre email, vous allez voir ce message-là. Donc, vous cliquez pour confirmer votre adresse mail. Et maintenant, lorsque vous cliquez, une page va s'ouvrir pour vous envoyer ici. Et maintenant, sur cette page-là, vous devez mettre votre mot de passe et ensuite confirmer votre mot de passe. Et maintenant, vous continuez le processus toujours de création de compte sur la page de sams.com. Donc, on peut continuer. Donc, on va vous demander, pour des questions de sécurité, de pouvoir vous authentifier. Donc, on va vous donner plusieurs processus d'authentification. Donc, on va vous demander soit de télécharger l'application pour vous permettre d'authentifier. Ça veut dire que si vous téléchargez l'application, lorsque vous voulez vous connecter, lorsque vous allez mettre votre mail et votre mot de passe, on va vous demander de vous authentifier pour être sûr que c'est vous vraiment et que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est en train de pirater votre compte ou de rentrer dans votre compte pour l'utiliser. Vous pouvez aussi cliquer sur message et texte vocal. Ça veut dire que lorsque vous allez vouloir en fait vous enregistrer, rentrer dans votre compte, on va vous envoyer un message avec un code et vous allez mettre le code là pour pouvoir avoir accès à votre compte. Donc, il y a plusieurs possibilités d'authentification. C'est à vous de choisir quelle authentification avec laquelle vous êtes vraiment à l'aise. Donc, vous devez cliquer un. Donc, généralement, vous pouvez soit prendre les clés de sécurité. Les clés de sécurité, on va vous envoyer une dizaine de clés. Et à chaque fois que vous voulez vous enregistrer, que vous voulez rentrer sur votre compte, vous devez utiliser une clé. Mais si vous épuisez tous les 10 clés, on va vous renvoyer, vous devez encore télécharger 10 autres clés. Et ça, c'est fatigant. Généralement, on vous suggère d'utiliser message, texte ou vocal parce que si vous voulez vous enregistrer, on vous envoie un code et vous mettez juste le code. Et même si quelqu'un d'autre veut s'enregistrer et rentrer, il faut que on vous envoie le code d'abord avant que la personne puisse avoir accès au code pour pouvoir rentrer sur son compte et commencer le processus. Donc, mais actuellement, message, texte ou vocal, apparemment, il y a quelques soucis. Donc, si vous le faites, vous allez voir que le Burkina Faso ne peut pas en fait avoir accès à cette possibilité-là. Donc, vous pouvez faire clé de sécurité ou demande d'authentification avec l'application. Donc, si vous finissez toujours, ça dépend de vous. Vous pouvez sortir carrément et repartir encore sur tout le sens.com et rentrer vos codes pour pouvoir éventuellement commencer le processus de création de votre SAMS. Donc, pour avoir votre numéro identifiant unique pour votre structure. Donc, lorsque vous rentrez, lorsque vous mettez votre email et votre mot de passe et que vous avez accès au site, vous voyez la flèche, vous partez sur Workspace. Et lorsque vous partez sur Workspace, là où la flèche rouge indique, vous partez sur Workspace. Donc, si vous partez sur Workspace, normalement, il y a un tableau de bord qui va apparaître. Donc, il y a un tableau de bord, il y a ce tableau de bord là qui va apparaître. C'est vrai qu'il apparaît avec mon nom, mais bon, pour les questions de formation. Donc, vous allez voir ce tableau de bord. Et lorsque vous avez ce tableau de bord devant vous, voici là où la flèche rouge est, vous cliquez là-bas. Et lorsque vous cliquez, maintenant, vous allez commencer le processus de création de votre identifiant unique pour votre entité, pour votre structure. Donc, vous allez voir que sur votre tableau de bord, il y a les différents signes 0000. Ça veut dire que vous n'avez pas encore créé quelque chose, même pour les subventions enregistrées. Donc, le numéro, vous n'avez pas encore de numéro, rien. Donc, on peut continuer. Donc, il y a une deuxième manière aussi. Lorsque vous rentrez, vous n'êtes pas obligé de cliquer sur Workspace. Lorsque vous rentrez, vous pouvez aussi cliquer sur Get Started. Et encore, ça va vous demander encore de cliquer encore une deuxième fois. Ça veut dire que vous avez cliqué une première fois, mais ça va encore vous demander de cliquer une deuxième fois. Vous savez qu'il y a deux manières en fait, de pouvoir commencer l'enregistrement pour votre numéro d'identifiant unique. La première méthode, c'est de partir sur le Workspace. Vous cliquez sur le Workspace et vous cliquez sur Get Started et vous allez commencer directement. Et la deuxième méthode, c'est cliquer directement sur Get Started. Ça va encore vous demander encore de cliquer une deuxième fois. Donc, vous cliquez encore une deuxième fois pour maintenant commencer le processus d'enregistrement.
Donc, lorsque vous cliquez, vous allez venir sur cette page-là. Maintenant, si vous partez normalement sur le site de sams.com et que vous comprenez l'anglais, normalement, il y a une vidéo qui vous explique tout le processus, en fait, pour pouvoir créer votre compte. Donc, il vous suffit seulement de regarder, en fait, la vidéo, vous allez voir le processus. Maintenant, il y a la possibilité aussi, ici, normalement, on va même vous demander quels sont les différents... vous avez un guide que vous pouvez télécharger et puis lire le guide pour les documents que vous pouvez soumettre, etc. Donc, maintenant, vous cliquez sur Create a New Entity. Ça veut dire que vous allez créer, en fait, un nouveau numéro identifiant. Et lorsque vous allez cliquer sur ce lien-là, sur cet onglet-là, on vous envoie ici. Donc, vous avez 3 options. Maintenant, vous, l'option qui vous intéresse ici, c'est obtenir un numéro identifiant uniquement, seulement. Donc, vous devez cliquer sur la dernière case. Donc, vous cochez cela. Et ensuite, en bas, vous continuez toujours et on va vous demander les différentes informations pour la création de votre compte. Donc, comme je vous le disais, on va vous demander le nom de votre entité, le nom qui est sur vos documents. On va vous demander ça. Le deuxième, c'est optionnel. Le Doing Business As, ça, c'est optionnel. Vous pouvez ne pas le remplir. Ça dépend de vous. Si vous avez les informations, vous pouvez remplir. Maintenant, vous devez avoir une adresse physique. Maintenant, aussi, ça, c'est très important pour l'adresse physique. On va vous demander, en fait, d'abord de préciser le pays dans lequel vous êtes. Si vous êtes au Burkina, vous mettez au Burkina. Si vous êtes au Mali, vous mettez au Mali. Et ensuite, ici, la rue où ça veut dire que l'adresse physique, là où votre structure est. Donc, vous pouvez mettre, si vous avez une deuxième adresse aussi, vous pouvez mettre ça, c'est optionnel. Quand c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire. Mais quand on n'écrit pas optionnel, c'est que c'est obligatoire que vous ayez l'information. Le numéro, le code zip, généralement aussi, on demande d'avoir le code zip. Je pense que le Burkina reçoit son code zip. Généralement, certaines personnes mettent 00226. Voilà, certaines personnes mettent ça. Maintenant, City, vous êtes à Ouagadougou, vous êtes à Bobo, vous devez préciser la ville dans laquelle vous êtes. Et aussi l'État, ça aussi, vous devez mettre l'État aussi dans lequel vous êtes. Et après, quand vous finissez maintenant, on va vous dire de cliquer sur Next pour continuer. Et maintenant, on va vous poser une question. Est-ce que vous êtes capable de donner en fait tous les documents de... C'est bon, tu voulais dire quelque chose? Non, documents officiels. OK. Donc, ça veut dire on va vous demander en fait tous les documents que vous voulez. Est-ce que vous avez tous les documents en fait pour pouvoir fournir, pour justifier en fait votre existence? Comme je le dis, vos documents doivent être traduits en anglais. Donc, après, on va vous demander, vous devez cocher que vous pouvez fournir tous les documents officiels de création de votre entité. Donc, lorsque vous finissez de faire cela maintenant, on va vous demander ensuite maintenant de donner la date de création de votre entité. La date de création qui est sur le document officiel de votre structure. Donc, vous continuez toujours. Donc, ici, on va vous demander d'ajouter en fait les différents documents. Ça veut dire que vous avez dit que vous avez les documents. Donc, maintenant, vous devez enregistrer les documents. Lorsque vous allez enregistrer, lorsque vous allez cliquer sur ajouter le document, on va vous demander en fait quel est le titre du document que vous voulez ajouter. Il faut être sûr que vous avez reformulé le titre du document en fonction de ce qu'on vous demande. Parce que si c'est un certificat de création, il y a certificat de création, vous devez cliquer sur certificat de création et reformuler votre dossier certificat de création si c'est le récépissé de votre association, par exemple. Et maintenant, si vous avez des détails à donner, plus de détails à propos des documents que vous avez fournis, vous pouvez les écrire, mais c'est optionnel. Lorsque vous faites cela, si vous n'avez pas un numéro DUNS auparavant, ça veut dire que normalement, vous n'êtes pas sur la plateforme. Et si vous n'avez pas de numéro SAMS auparavant, ça veut dire que vous n'êtes pas sur la plateforme. Donc, il y a ce qu'on appelle un incident. Donc, on va vous envoyer un incident. D'abord, l'objectif de l'incident, c'est pour vérifier si vos documents que vous avez mis sont conformes. Si vous n'avez pas mis de documents qui ne sont pas conformes. Donc, on vous envoie un incident pour vous donner un temps afin de vérifier en fait si vos documents sont conformes. Et généralement, on demande aux gens d'être vraiment, de regarder en fait leur email. Parce qu'on peut vous envoyer un mail pour dire qu'on a fini de revoir vos documents et on vous demande en fait de suivre les indications pour finaliser votre inscription pour avoir votre numéro, votre identifiant unique. Donc, voilà le mail, en fait, ce qu'on va vous envoyer normalement. S'il y a un incident, si vous avez mis les documents et que vous n'êtes pas d'abord enregistré sur SAM, on va vous envoyer ces différents documents. Et maintenant, on va vous demander de cliquer sur cela pour aller voir, en fait, où votre incident en est. Vous pouvez checker pour voir, en fait, monsieur Diallo, on va vous demander, en fait, d'aller régulièrement pour voir, en fait, quel est l'état de votre dossier.
Parce que lorsqu'ils vont finir de regarder votre document, ils vont vous répondre avec des instructions et avec des étapes à suivre. Et ne vous inquiétez pas, ils assistent vraiment. Ils assistent et généralement en 2-3 jours, ils vous ont déjà envoyé un mail. Au plus tard une semaine, mais en 5 jours ouvrables, normalement, ils vous ont répondu pour vous donner les instructions pour pouvoir suivre les prochaines étapes. Mais au cas où, si votre entité vous avez un numéro DUNS ou éventuellement vous avez un numéro ou qu'on vous réponde, normalement, on va vous dire de suivre la procédure pour pouvoir finaliser. Donc, normalement, vous allez venir ici. Donc, on va vous demander en fait, est-ce que vous voyez votre structure sur la plateforme? Et vous allez cliquer oui, que vous reconnaissez que votre structure est sur la plateforme. Si vous cliquez oui, que votre structure est sur la plateforme, il y a en bas Legal Entity List. Donc, vous allez voir la liste des différentes structures. Et donc, vous cliquez sur votre structure avec les différentes informations que vous avez fournies et qu'on a eu à vérifier. Et donc, maintenant, vous cliquez sur Next. Maintenant, on va vous demander si toutes les informations par rapport à votre structure sont justes. Donc, si vous êtes d'accord que c'est juste, vous cliquez sur Yes, all details are correct. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, si ce n'est pas juste, vous pouvez aussi cliquer sur Non et on va vous demander en fait de rectifier les différentes informations par rapport à votre structure. Et maintenant, si vous finissez de faire cela, vous partez sur Next et puis on vous dit maintenant demandez un numéro identifiant unique pour votre entité. Donc, vous allez voir les informations de votre structure, là où il y a la case la validité de l'entité. Et maintenant, vous cliquez sur cette option-là, tout en lisant l'indication qui est en bas. Et donc, maintenant, vous soumettez. Et maintenant, Next. Et maintenant, voilà, vous avez votre numéro identifiant. C'est sur place. Il n'y a pas de partir et puis revenir. Lorsque vous le faites, c'est sur place. On vous donne votre numéro identifiant. On vous envoie un par mail automatiquement et vous avez votre identifiant unique. Donc, ouais, merci. Donc, au cas où si vous avez besoin de toutes les explications, avec contact, vous pouvez me contacter. Je pourrais mieux vous expliquer. Donc, on va commencer à prendre les questions. On va commencer à prendre les questions dans la salle et après, on reviendra de façon virtuelle. Donc, on va commencer par la rangée de gauche. Donc, on va vous passer cette rangée et ensuite, on va progresser. On va prendre toutes les questions comme ça. On va reprendre en même temps. Oui, allez. Comme je l'ai dit, non, c'est bon, ça. Je m'entends. Je m'entends bien? Ok. Oui, moi, ma question, c'est essentiellement sur la dernière partie. Parce que ce qui a précédé, ça va. Parce que c'est vrai que c'était galère pour faire, par exemple, l'identifiant de gaz dans la galerie. Heureusement que le fils nous a cité. En fait, souvent, quand on met le zip code, parce que j'ai l'impression que c'est une information qui n'est pas la même chose. Dans certains pays, c'est clair, on connaît le zip code. En général, on met le 226, mais je ne suis même pas sûr que c'est ça le zip code, parce que le 226, c'est l'indicatif du pays. Or, le zip code, c'est quelque chose de différent. Maintenant, on met, j'ai l'impression que ça passe. On n'en a pas, en fait. Mais ce n'est pas optionnel. C'est quelque chose que si tu ne remplis pas, ton formulaire ne passe pas. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de formulaires comme ça. Où on te demande zip code, tu mets 226 et puis ça passe. Moi, souvent, je mets le. Vous voyez, quand il y a une adresse, on met 04 BP11, je mets le 04, ça marche. Il suffit de mettre un chiffre, en fait. C'est 6 chiffres, normalement. 6 chiffres. 5 chiffres. Si tu mets 2, ça marche. Okay. Il y a certains trucs où ça marche. Le zip code. Donc, ça, c'est un peu le problème. Le conseil se le dit, il faut le rappeler quand même. Maintenant, le souci, c'est avec les documents de création en anglais. Parce que, par exemple, vous voyez, la plupart des documents, c'est le récépissé. Le récépissé, c'est un document qu'on te donne en français, avec en tête du ministère et tout. Donc, tu le mets en anglais comme tu vois, et souvent, c'est ça qui arrive quand on scanne, la traduction est bizarre, parce qu'il n'y a pas aussi, il faut qu'il y ait aussi la la signature de l'autorité. Et j'ai l'impression que c'est ce document-là, souvent, qui crée beaucoup d'incidents, parce qu'ils n'arrivent pas à le lire en réalité. Est-ce que l'option, ce n'est pas de simplement traduire le récépissé dans un document normal, et puis peut-être en faire que des peu plus jeunes? Je ne sais pas où Camille a le numéro de récépissé, je ne sais pas trop. Ça, c'est la question que je pose parce que je dis, ça peut poser un problème à ce niveau-là.
Il y avait aussi une autre question sur conséquent, si vous pouvez voir le. C'était bien sûr pour. Oui, réagir quand on. Sur la présentation. Hein. C'est par rapport aux danses. En fait, ceux qui sont enregistrés à côté de un danse. Ils sont déjà enregistrés. Voilà, c'est dans des plus d'actualité. C'est plus d'actualité. Mais ils sont enregistrés. Mais ils sont enregistrés. Il faut reconnaître la structure et activer la structure pour avoir des détails gratuits. Et à l'époque, lorsqu'on faisait pour Jazz Aware, effectivement, lorsqu'on avait introduit les données, automatiquement, les informations de Jazz Aware étaient apparues. On avait cliqué. Donc, le souci, c'était que le récépissé n'était pas traduit. Maintenant, j'ai aussi accompagné KPG pour leur identifiant unique. Eux, ils avaient pris le soin de voir un expert qui traduit en fait les documents. Donc, ils ont donné le récépissé à l'expert qui a traduit le document. Et en plus de traduire le document, on doit vous envoyer un certificat de traduction du document. Donc, lorsqu'il y aura l'incident, on va vous demander de mettre en fait le certificat de traduction du document. Donc, lorsque vous allez vouloir mettre les informations, ça veut dire qu'ajouter les documents, vous devez avoir et le récépissé ou les documents de la structure traduits, mais aussi, vous devez aussi avoir tout ce qui est, comment dirais-je, certificat de traduction. Et lorsque vous mettez cela, ils ont les deux informations et ils arrivent à authentifier la traduction. Parce que ceux qui font la traduction ont une manière, en fait, d'envoyer des certificats qui sont reconnus pour la traduction. Voilà. D'accord. Je me souviens maintenant aussi l'autre problème, c'est la date de création. Parce que j'ai l'impression que ça, c'est un objet d'incident. La structure, par exemple, peut exister, je parle le cas de Centre-Ouest, depuis 1998. Si on me donne l'année de création, c'est 1998. Mais la date sur le récépissé, puisque le récépissé, c'est renouvelle tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Donc, quand tu rentres le récépissé, ça veut dire la date de. Non, il y a 3 ans. Donc, la date du récépissé n'est pas conforme à la date de création. Donc, ça aussi, il faut qu'on sache c'est quoi la bonne réponse. Parce que si on me demande, c'est le récépissé de Jazz Aware la date de 2022. S'il doit mettre création de Jazz Aware, c'est 92. Est-ce que je mets 1992 ou je mets 2022? Maintenant, à ces questions, je veux dire qu'il y a de l'assistance sur le site de sam.gov. Il y a toujours de l'assistance. Vous avez la possibilité de parler à ces gens-là en français et en anglais. Donc, si vous rencontrez une difficulté, demandez l'assistance. Il y a toujours le help desk. Donc, c'est vraiment des gens qui sont là 24 heures sur 24 pour vous épauler par rapport aux questions. Donc, s'ils ne connaissent pas la réponse, ils vont chercher et puis vous revenir. Donc, je pense que toutes ces questions-là doivent être clarifiées justement par eux. Donc, si vous rencontrez cette difficulté-là, vous leur posez la question. Ils doivent normalement vous revenir avec une information. Ils sont très réactifs. Ils sont très réactifs. Je voulais plus un éclaircissement sur les formulaires obligatoires, le SF424, le SF424A et le SF424B. D'accord. Donc, les documents SF424, ce sont des documents de base. Ce sont des documents qui nous permettent d'avoir des informations sur les organisations qui poursuivent pour nos petites subventions. Donc, le SF424, c'est un document où vous allez voir, on va vous demander si c'est la première fois que vous appliquez, si c'est un renouvellement, le numéro UII, le représentant de la structure, où est-ce que vous soumettez la subvention? Est-ce que vous avez déjà même été sur le site web de notre ambassade? Vous n'avez jamais vu ça? Si? Vous n'avez pas prêté attention. D'accord. Donc, le premier SF 424, c'est pour les organisations. Donc, on a besoin d'avoir des informations de base d'abord sur la structure avant de pouvoir même demander à ce que la structure même postule. Ça, c'est un. Deux, le SF 424I, c'est pour les individus, donc les particuliers. Le SF 424A, c'est un document de budget. Donc, remplir le document de budget
pour le projet que vous voulez soumettre. Le SF424P, c'est un document d'engagement. Donc, vous vous conformez, vous vous engagez à vous conformer aux termes et aux conditions de la subvention et toute autre règle ou condition édictée lors justement de l'émission ou bien pour la présente demande et appel d'offres annuel. Voilà. Oui. Ok. Moi, alors, ma question, c'est est-ce que en termes d'éligibilité, en termes d'éligibilité, est-ce que c'est les petits appels, est-ce que c'est pour des ONG ou structures nationales? Parce que moi, je représente une structure, la Fondation Hirondelle du studio IAFA, qui est une ONG internationale. Est-ce que c'est une fondation comme elle est éligible à ce fonds, par exemple, ou c'est plutôt réservé aux ONG nationales? Voilà. Est-ce que vous avez une adresse au Burkina? Oui. Donc, vous avez au votre question. Donc, quand ma collègue, Madame Bakouin, a fait sa présentation, elle a dit que le pays de performance ou le pays d'implémentation du projet est au Burkina. Donc, une chose qu'on n'a pas peut-être mentionné, qu'on a survolé, peut-être survolé, c'est que nous recevons des structures, des demandes de subvention de l'extérieur comme du Burkina. Mais il faut que vous ayez quand même une représentation au Burkina. Voilà. Voilà. Exactement. Donc, ça m'amène à poser des autres questions. Alors, c'était de comprendre, est-ce qu'il s'agit d'un cofinancement ou c'est un financement à 100%? Et si c'est un cofinancement, quel est le pourcentage? Deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un calendrier indicatif déjà pour le prochain appel d'offres? Et la dernière, j'ai constaté dans les documents qu'il n'y a pas de LOGFRAM à proposer. Donc, de l'OGFRAM cadre logique à proposer dans le cadre du projet. Donc, je voulais poser cette question pour savoir si c'est quelque chose qui n'est pas exigé. Merci. D'accord. Donc, la première question, c'est le partage de coûts. Donc, le partage de coûts, il n'y a pas de pourcentage, mais on a dit que nos subventions vont de 100 $ à 25 000 $. Donc, on ne peut pas aller au-delà de 25 000 $ pour les petites subventions. Nous avons d'autres types de subventions. Mais pour ces petites subventions, nous n'allons pas au-delà de 25 000 $. Donc, si vous avez un projet de 75 000 $, on s'arrête à 25 000 $. Ça, c'est un. Mais ce n'est pas sûr que vous ayez les 25 000 $ après que le comité ait décidé de vous financer. Ça, c'est deux. Troisième chose, si vous décidez d'avoir un partage de coûts, c'est-à-dire que vous devez nous montrer la preuve que les autres partenaires vous apportent un financement. Donc, si vous mentionnez ça, vous devez nous apporter la preuve que les autres partenaires... Donc, on se réserve le droit de ne pas verser les sommes tant qu'on n'a pas vu le financement des autres partenaires. Voilà. C'est pas le Covid. Donc, vous savez poser quelle question encore? Le cadre logique. Le cadre logique. C'est un plus. Je suis venu avec un exemple, vous voyez. Donc, pour le suivi évaluation, il y en a qui mettent ça en plus, comme c'est un bonus, pour pouvoir faire le suivi évaluation. C'est mentionné là-bas. C'est pas une obligation, mais ça peut être en plus pour pouvoir traquer le progrès. Voilà. Et les dates exactement de réalisation des objectifs. Ah, les périodes pour les subventions. Donc, c'est un appel d'offres annuel. Donc, c'est une période d'année. C'est une période d'une année. Et maintenant, j'ai mentionné avec ma collègue, nous avons mentionné il y a des dates spécifiques où le comité se réunit. Souvent, c'est mars et avril, ou ça peut aller peut-être août, etc. Donc, tant qu'on n'a pas, oui, et actuellement, la date limite, si vous regardez sur le site web de l'ambassade que ma collègue a présenté, brillamment présenté, vous allez voir que c'est jusqu'au 15 juillet. Voilà. Donc, c'est jusqu'au 15 juillet. Et tant qu'on n'a pas encore finalisé cet appel d'offres, nous ne pourrons pas commencer un nouvel appel d'offres. Il y a quelqu'un qui a posé une question à savoir si une organisation peut soumettre plusieurs projets.
Je laisse ma collègue répondre parce que c'est elle qui a couvert. Elle sait que j'aime parler. Donc, c'est un projet par personne, par organisation. Voilà, on ne peut pas recevoir plusieurs projets. Elle a bien dit ça, elle a dit un seul projet par organisation. Donc, on veut travailler avec une organisation. On ne veut pas que les gens aient l'impression que c'est une seule organisation qui s'accapare tous les financements. On veut vraiment ouvrir à tout le public. En fait, je voulais juste ajouter que la période de mars et puis de août-septembre, c'est par rapport à notre année fiscale. Donc, il y en a qui ont, par exemple, des projets qui vont avoir lieu peut-être en novembre, en décembre. Donc, c'est mieux de le soumettre bien avant. Voilà, parce que notre année fiscale commence en octobre. Alors, comme toute organisation, quand on commence, on ne sait pas ce qu'on a donc, tant qu'on n'a pas de budget, comme elles l'ont dit, s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas aider les gens. Donc, si vous savez que vous avez des activités qui vont venir entre octobre et puis mars, c'est mieux de le soumettre avant fin septembre pour que s'il y a quelque chose, si on peut aider, on puisse aider. Parce que quand ça vient durant la période où nous-mêmes, on n'a pas encore de budget, c'est très compliqué. Donc, souvent, c'est pour ça que les projets peuvent être là et puis on ne peut rien faire. Merci. Donc, je voudrais savoir pour l'identification de la structure, quand on est affilié à une institution, par exemple une université, comment enregistrer sa structure sur le site? Parce que je me permets de poser la question, étant donné que je suis dans une université et que je veux postuler pour la subvention, comment je fais pour la reconnaissance officielle, étant donné que mon institution est déjà une institution reconnue. Oui. Vous voulez vous inscrire en tant que particulier? Pas besoin. Le laboratoire de recherche affilié à l'université. Donc, c'est l'université de Ouagadougou a déjà un numéro UID. Voilà, passer au travers de l'université de Ouagadougou. Ok, merci bien. Et moi, c'est par rapport à, on dit que c'est une seule structure qui doit postuler pour une subvention. Mais dans le cas de parce que habituellement, bon, nous travaillons en réseau, c'est le réseau qui postule au nom des autres structures ou bien à l'interne des autres structures aussi peuvent venir postuler. Parce qu'il peut arriver que le réseau va postuler et puis notre organisation qui appartient à ce réseau aussi vient postuler. Donc, je veux avoir une idée, est-ce que c'est le réseau ou bien à l'interne, chacun aussi peut postuler en plus du réseau. Merci. Je me permets? Oui, ça dépend. Vous êtes un regroupement d'associations qui constituent, qui avait mis en place une fêtière. Il y a deux cas. Si chaque membre, chaque association a son numéro, il n'y a pas de problème pour postuler. Si la fêtière aussi est légalement reconnue, vous pouvez vous postuler, c'est possible. Mais ça ne peut pas être, vous voyez, comme l'un ou l'autre. Souvent, il y a des fêtières aussi qui n'ont pas d'existence légale. En ce moment, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on répond à votre question? Bon, en fait, le problème, c'est quand la fêtière, la réponse est l'association qui faut parler de la fêtière. Maintenant, ma préoccupation, à l'intérieur, là, chaque association aussi peut venir postuler plus la fêtière. Si vous savez, la fêtière s'est enregistrée avec, elle est censée représenter toutes les associations. Ok, donc si la fêtière est censée représenter, oui, sinon vous faites du doublon. Si la fêtière vient postuler, et vous voulez, on va venir, ça ne marche pas comme ça. Ceux qui sont en ligne. On voudrait assurer ceux qui sont en ligne que nous sommes en train de prendre les questions dans la salle, puis plus tard, on va vous prendre. C'est juste pour rassurer. Merci beaucoup.
Moi, je souhaiterais que vous reveniez sur la situation de ceux qui avaient les numéros d'un, ça ne marche plus là, et qui doivent s'inscrire pour avoir leur IE, c'est ça? Voilà. Je vais juste demander à ceux qui sont dans la salle, si vous voulez sortir, faites-nous signe, parce que vous êtes des VIP, vous avez des badges où c'est marqué Escort Required. C'est-à-dire, on ne peut pas vous laisser seul. On doit vous escorter et prendre soin de vous à chaque instant. Donc, si vous voulez sortir, si vous voulez aller quelque part, dites-nous, on va vous escorter, d'accord? OK, merci. Oui. Ça veut dire qu'en fait, vous devez encore repartir, créer un compte. Mais votre structure est enregistrée, elle est déjà enregistrée, donc ça vous facilite même plus la tâche. Voilà, les documents qui sont demandés ne seront pas pareils par rapport aux gens qui sont venus dans le quartier. Mais effectivement, pour le numéro SAMS, c'est chaque année que vous devez le changer. Et même lorsque vous allez commencer le processus, je pense que le site là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des difficultés des gens, ils font des mises à jour. Et aujourd'hui, lorsque vous allez partir, par exemple, lorsque vous allez lire, moi-même vous proposer où vous devez vous inscrire. Et on va vous mettre en bas une année. Pour dire que c'est valable une année. Question? Non? Ah. Merci beaucoup. J'avais une question qui semble être prise en compte et elle était que quelle est la période de validité des numéros d'identifiant? Merci beaucoup. Est-ce que les structures qui ont déjà bénéficié de subventions du département d'État doivent encore s'enregistrer? Je pense qu'il y a une confusion. Donc, la condition sine qua non même pour avoir un financement actuellement, c'est d'avoir un numéro UII et s'enregistrer sur SAM.gov. Ça, c'est la première des conditions en tant qu'organisation. Ça, c'est vraiment exigé, recommandé, encouragé. Donc, même si vous avez bénéficié de grants et que vous n'avez auparavant, avant c'était le temps qu'on demandait. On était très linéaire avec, mais maintenant nous recommandons et nous encourageons nos partenaires à s'enregistrer sur SAM.gov. Donc, même si vous avez bénéficié de grants, ça ne vous empêche pas de vous enregistrer parce que maintenant, on ne vous donnera pas de grant si vous n'avez pas le numéro UII. Bon, ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de passer les critères d'éligibilité soumis par le comité. Donc, si le comité, après rencontre du comité, vous êtes sélectionné, tant mieux. Mais vraiment, il faut que vous ayez un numéro UII et un enregistrement sur SAM.gov. Sans quoi, le dossier n'est même pas admissible. Donc, vous avez vu que j'ai dit que les dossiers admissibles, c'était pour dire que si vous ne remplissez pas les critères logistiques, c'est-à-dire que les différents requirements là, ça ne passe même pas devant le comité. Ça veut dire que vous ne remplissez pas toutes les conditions. Donc, ça ne passe pas. OK, merci bien. Moi, je voulais juste savoir, c'est vrai qu'après, M. Aboulaye, je crois, a fini sa présentation, il a dit que voilà, il y a le numéro en cas de besoin. Voilà. Ma question, c'est est-ce que moi, personnellement, j'ai bien suivi, mais comme il n'y a pas, vous savez, on n'a pas la même capacité intellectuelle de retenir certaines choses, et comme il n'y a pas de document physique. Il a donné la permission qu'on partage les documents. Ah, OK. Voilà, parce que vous aurez un mail avec. Wow. Merci déjà. OK, merci déjà. Maintenant, c'est de savoir aussi, est-ce qu'il y a peut-être des gens à qui on peut se référer pour avoir de l'aide, pour pouvoir peut-être aider à créer, en tout cas, postuler tout ça pour pouvoir aider. Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, à qui on peut se référer? Merci. Pour l'enregistrer au SAM.gov, oui, et même l'appel d'offres, moi je trouvais que pour l'appel d'offres, c'était très clair. Il faut vraiment lire. Donc, si vous ne comprenez pas les termes en anglais,
pouvez mettre dans Google Translate. Ça va traduire en français pour vous que vous puissiez comprendre. C'est comme tout appel d'offres qu'on lance dans le gouvernement ou les autres organisations ou bien d'autres partenaires internationaux. D'autres partenaires internationaux. C'est vraiment un appel simple. Je vais résumer ça tranquillement. Il y a des critères, il y a une période, il y a un formulaire à remplir, il y a plusieurs formulaires à remplir, il y a un numéro demandé. Donc, premièrement, on vous dit qu'il faut avoir un numéro SAM. Donc, vous vous enregistrez sur la plateforme, vraiment la présentation sera partagée, vous allez pouvoir suivre au cas par cas. Deuxièmement, vous prenez l'appel d'offres annuel. Vous regardez les critères d'éligibilité, vous regardez les conditions, vous regardez le formulaire. Si vous trouvez que notre formulaire ne vous sied pas, vous pouvez remplir le formulaire avec vraiment tous les critères que nous avons sélectionnés. Tout ce que nous avons dit aujourd'hui là se trouve dans l'appel d'offres annuel. C'est un appel d'offres de 9 pages. Environ 9 pages. C'est pas beaucoup. C'est vraiment parce qu'on a voulu expliquer. On a vraiment voulu expliquer. On a vraiment voulu donner vraiment beaucoup d'informations. Sinon, c'est ce que vous connaissez, ce que vous faisiez d'habitude. Et de un, il doit avoir un élément américain dans votre demande de subvention. Deux, il faut qu'il soit lié aux objectifs de la mission américaine. Trois, il faut remplir les SF424 pour que nous sachions avec qui nous voulons traiter. C'est-à-dire que nous voulons plus d'informations sur la structure. 5, il faut remplir la proposition, la demande de subvention et puis détailler le budget. On veut savoir quels sont les différents coûts que vous avez mis dans le budget. Vous mettez personnel. Personnel, c'est pour payer le manager, c'est pour payer les contractuels, c'est pour payer les avantages sociaux, etc. Il y a plusieurs lignes budgétaires. Franchement, quand vous remplissez, vous nous dites juste, il y a 5 personnes qu'on doit payer, ou il y a tel appareil électronique que nous voulons payer, un ordinateur, un téléphone portable, etc. Il y a les équipements, il y a, etc., etc., etc. Donc franchement, ça ne devrait pas être compliqué. C'est pourquoi nous avons tenu, parce que nous nous sommes rendus compte que, en tant que bon Africain, nous n'aimons pas lire. Moi, la première, nous n'aimons pas lire. Et surtout quand on voit 9 pages en anglais, on se dit, mais attends, c'est quoi ça? Mais franchement, nous avons tenu à ce que, justement, nos récipiendaires ou nos potentiels récipiendaires puissent comprendre, en fait, et on voulait démystifier vraiment cet appel d'offres-là. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Il y en a qui travaillent déjà avec nous, qui sont dans la salle. Et nous avons vraiment voulu démystifier ça pour vous. Donc, normalement, quand vous devez postuler, on n'a même pas, nous, au niveau du département de l'ambassade des États-Unis, on ne doit pas vous épauler. On doit juste recevoir votre demande de subvention qui est basée sur les critères qui ont été énumérés. Merci. Je voudrais ajouter que, madame, n'ayez pas peur. En fait, quand vous regardez la présentation comme ça, on a l'impression de ne rien comprendre. Mais une fois que vous aurez les fiches, vous allez prendre le temps de lire et vous allez les remplir. C'est pas différent, complètement différent des fiches que vous remplissez quand vous voulez demander un visa ou une bourse à l'extérieur, vous voyez. Donc, c'est un processus normal. Donc, il y a ces parties que vous voyez, nous, on ne peut pas vraiment on peut vous donner conseil, mais on ne peut pas remplir quoi que ce soit pour vous. Au niveau du sam.gov, bon, Aziz, qui est venu nous aider, lui, peut-être, il peut vous aider. Vous voyez, c'est différent. Mais nous, étant à l'ambassade ici, nous ne sommes pas autorisés à remplir les fiches pour vous et tout. On peut vous donner l'information, mais c'est juste ça. Merci. Mais surtout, n'ayez pas peur. Et puis également, oui, on va prendre compte du temps. Et puis également, nous ne sommes pas également autorisés à donner des informations quand votre application est dans les bras du comité. On ne peut pas dire, ah, elle est là, ma subvention, on est où là? Ah, même si pas dans le comité, c'est donc, prenez compte de ça.
Alors, de prime abord, j'aimerais dire merci pour cette opportunité que vous nous offrez. On en est reconnaissant. Alors, dans la présentation, vous avez parlé des associations et des particuliers aussi. Est-ce qu'il s'agit des entrepreneurs culturels? Parce que là, ce n'est pas sous forme associative. Quelqu'un, par exemple, qui a son entreprise culturelle, est-ce qu'il peut postuler aussi? Souvent, c'est une association. Donc, une autre condition qu'on a soulevée, qu'on a bien mentionné, un critère, les entreprises à but lucratif ou commercial ne sont pas habilitées à postuler pour cette subvention. Donc, dépendamment de votre type d'entreprise, on peut déterminer si vous pouvez ou pas. Par exemple, nous voulons faire venir un procureur de la région de Ouattara pour venir être un speaker. Donc, par exemple, lui, on peut faire une subvention pour le permettre de venir faire un programme. Ça, c'est un particulier, un individu. Voilà. Merci bien. Moi, j'avais juste une petite question par rapport au délai des projets. Vous avez parlé tantôt d'une année. Voilà. Est-ce que si j'ai un projet de 8 mois, 6 mois, est-ce que ça passe? Mais forcément, il faut une année. Le délai de une année, c'est le délai maximal. Hein, maximal. Voilà, c'est le délai maximal. Ça peut être, vous avez juste peut-être une formation à faire, après une semaine ou bien un jour, ça passe. Mais une année, c'est vraiment le maximum. Donc, c'est des petites subventions, comme on l'a mentionné. Ce n'est pas d'autres opportunités de grandes subventions. Nous avons d'autres opportunités, mais celles-là, c'est vraiment les plus courantes. Voilà. Oui, merci bien. J'ai une question par rapport à Sam.gov. Comment fait-on pour changer un numéro, puisque la personne était avec nous, mais il n'est plus avec nous? Maintenant, le numéro, à chaque fois, on envoie le code qu'il puisse me donner. Souvent, pour l'avoir, même pour avoir le code, pour pouvoir se connecter, on a du mal. J'ai essayé plusieurs fois de changer son numéro, mais ça ne marche pas sur le site. Lorsque vous allez commencer le processus là, on va lui envoyer un message pour lui demander si lui il est d'accord pour autoriser ce changement. Maintenant, c'est à lui en fait d'accepter et de changer. Vous pouvez le voir directement pour qu'il change en fait en rentrant dans les différents paramètres. Voilà. Maintenant, si vous avez un souci pour changer, vous pouvez faire un mail à l'assistance. Ils sont très réactifs. Voilà. On va procéder aux questions qui sont en ligne. Oui, il y a d'autres questions à la salle. Donc, pour le numéro de Abdul Hafiz, on va vous envoyer, comment on appelle ça, le numéro. Et tu peux aller à la dernière page, s'il te plaît, pour que les gens puissent noter. Soyez dans le PowerPoint, nous allons vous donner ça tout de suite. Donc, voilà le numéro. 70, 70, 80, 97. Ah, ok. Le numéro de M. Abdelaziz est 70 68 80 87 ou le 64 15 15 96. C'est quoi la condition? Le temps de projet. Le temps minimum pour un projet, ça peut être un jour. Ou même quelques heures. Si en tout cas ça vous suffit, vous menez à bien votre projet. Voilà, si à travers vos objectifs spécifiques et vos activités, vous pensez que vos activités peuvent tenir un jour
et que le temps de préparation, etc., un jour. Et quand on parle de particulier, on parle d'individus. C'est tout, c'est la différence. Les organisations, ce sont les organisations à but non lucratif avec lesquelles on collabore. Les mêmes conditions s'appliquent. Oh là là. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne, en présentiel? Oui, j'ai une question. Merci encore pour la présentation, c'était très clair. Mais ma question, c'est surtout à propos des conditions d'éligibilité des organisations qui postulent, surtout pour les subventions locales. Alors, je ne sais pas, nous sommes un groupe d'alumni et on a décidé de créer un cadre formel, institutionnel, pour apporter notre petite contribution au retour de la paix et de la sécurité au Burkina et aussi pour contribuer à la recherche de solutions à un certain nombre de problèmes que le Burkina rencontre. Bon, on n'est pas tous au pays. On a créé cette institution, on a lancé un site Internet, mais on n'a pas de ressources pour construire un bâtiment et avoir une adresse physique. Alors, donc, on fonctionne virtuellement en ligne. Je ne sais pas, quand vous parlez d'adresse physique, ça risque de nous disqualifier parce qu'on n'a pas d'adresse physique. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Béré, pas forcément une adresse physique. Si vous en avez, vous mettez. Oui. Parce que vous allez voir qu'il y a adresse mail, il y a email et il y a adresse physique. Si vous avez une adresse physique, encore meilleure. Si vous n'en avez pas, vous mettez votre adresse mail. On veut une adresse où on pourra joindre le récipiendaire ou l'organisation. Ok, je vois. Maintenant, j'ai essayé de créer notre compte sur sams.gov. J'ai rencontré des difficultés parce qu'on me demandait toujours un numéro CAGE et j'étais bloqué. Mais maintenant, le numéro NCAGE n'est plus d'actualité. Ah, ok. Vous pouvez mettre non que vous n'avez pas de numéro NCAGE et ça passe. Bon, ça va. Merci. Pour les autres questions, je vais m'adresser directement à M. Ouedraogo après, Abdoulaziz. Bon. Oui. D'accord. Merci. Savoir que les conditions et les numéros du département d'État changent rapidement. Avant, on devait s'inscrire pour avoir un numéro DANS, s'inscrire sur SAMS, avoir un numéro NCAGE. Mais maintenant, ils ont simplifié, ils ont ramené juste à un numéro UII. Donc, un identifiant unique maintenant. Donc, pas besoin de NCAGE. Si vous voulez avoir un numéro NCAGE, c'est peut-être parce que vous voulez faire un business avec l'ambassade, avec votre organisation à but lucratif ou commercial. Donc, mais pour les subventions, pas besoin. Voilà. Oui, madame. Ok. C'était par rapport à ce que M. Barry a soulevé avant de partir et concernant le code ZIP. Voilà, concernant le code ZIP. À ce niveau, on fait comment? Puisque je ne sais pas ce qui a été dit. Regardant l'adresse, mettez juste les informations que vous avez. BP 2266, 22, quelque chose. Voilà. Le code ZIP, je pense que c'est optionnel. C'est obligatoire. Obligatoire? Oui, mais le Burkina n'en a pas. Donc, vous pouvez mettre, comme Mme Kaboura a dit, BP, votre adresse postale, vous mettez 00226 aussi, ça passe. C'est ça. Voilà.
Donc, à la base, en fait, ces sites d'enregistrement-là aussi fonctionnent pour les Américains. Donc, c'est vraiment calqué sur le modèle américain. Maintenant, quand nous, au niveau quand nous, au niveau des autres continents, on essaie, il y a souvent des discrepancies, hein, on dit ça comment en français? C'est inadapté, voilà. Donc, c'est inadapté. Mais on essaie de faire avec. Donc, je pense que vous allez vous en sortir. Vous avez vu même qu'il a brossé sa présentation en 5 minutes. Ça veut dire que vous-même, en 5 jours, vous avez déjà votre numéro. Donc, je pense que, j'espère qu'on a essayé de démystifier au maximum pour que vous vous sentiez à l'aise. Franchement, ça va aller. Je pense qu'ils sont très réactifs et le service d'aide, franchement, ils vont vous répondre tac, tac. C'est souvent notre connexion qui fait défaut. Sinon, nous-mêmes, depuis longtemps, on est arrivé. OK. Comment faire la traduction? Exact. Il y a beaucoup d'experts en traduction qui existent. Contactez un expert ou partez au ministère des Affaires étrangères. S'il y a un service qui est spécialisé dans ça, ils vont faire la traduction pour vous. Ou vous voyez un expert certifié. Un expert certifié qui va vous faire la traduction du document et qui va vous donner le certificat de traduction. Voilà, c'est très important. Voilà. Il y a des questions? Donc, n'hésitez pas à aller sur le site web de l'ambassade. Nous vous exhortons à aller sur le site web de l'ambassade, à traduire le document. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à l'appel d'offres, on peut toujours clarifier. Mais il faut d'abord lire. S'il vous plaît, il faut lire. Et maintenant, s'il y a des questions auxquelles on peut vous aider, il n'y a même pas de problème. Mais il faut d'abord lire. Une question. Donc, si je comprends bien, les subventions, en fait, sont étalées sur l'année. C'est bien cela. Et donc, je suppose aussi que donc, le numéro II est aussi valable juste pour l'année. Je n'ai pas bien compris, en fait. Je pense qu'il faut s'enregistrer chaque fois sur le site du SAM chaque année. Ça, c'est un. Et les subventions, le maximum, c'est sur l'année. Voilà. Non, il ne change pas. Il faut juste se réinscrire sur le site. Bon, est-ce que le numéro change? Il ne change pas encore le numéro. Mais normalement, vous devez demander un nouveau numéro. Vous allez demander, il y a une partie où vous pouvez cliquer pour demander un autre numéro. Ça, c'est plus simple. Avec votre entité est déjà enregistrée, vous avez tous vos documents, vous devez juste cliquer pour demander un nouveau numéro. Sur le processus, c'est facile. Je pense qu'il faut poser la question sur le site. L'année prochaine, il faut prendre mais je pense que moi, j'ai l'impression que c'est juste un investissement qu'il faut faire chaque année. Mais quand vous allez aller pour demander votre numéro, il a posé la question, il doit pouvoir vous donner cette réponse-là. Nous, franchement, on a fait cette section. C'est parce que tous les nouveaux, avant, comme on a dit, c'était les danses. Et le danse, si tu avais ton danse là-bas, tu l'avais. C'était pour tout. À chaque fois, même si tu utilisais les mêmes numéros danse. Maintenant, ils sont revenus avec d'autres systèmes que nous-mêmes, on est en train d'apprendre avec vous en même temps. Donc, c'est pour ça. Mais on sait qu'il faut renouveler. Il faut renouveler. Donc, mais votre structure est là, le nom ne va pas changer. Et peut-être c'est comme quelqu'un a suivi un problème. La personne qui n'arrive pas à avoir des numéros parce que quelqu'un est parti. En fait, je pense que ça doit être un truc comme ça. Imaginez qu'on vous ait donné un dame là-bas depuis 10 ans. Il y avait un coordonnateur et c'est son nom qui était là en tant que président directeur général de l'association par la juridique. Donc maintenant, M. Takwano vient
qui était le président directeur général fondateur de l'Algérie. Maintenant, il est parti. Maintenant, et c'est toujours son nom qui est là-bas, avec le même nom là-bas. Alors que M. Tampano n'est plus là. Il faut changer. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont vu ça. Il faut rentrer dans le système. Quand vous allez rentrer, peut-être que vous allez pouvoir modifier tous ces changements, ces changements-là, ces informations-là. Et pouvoir maintenant, soit le numéro va changer, soit ils vont juste prendre en compte les mises à jour, en fait, voilà, les mises à jour, et puis vous donner un numéro. Donc, ça doit être un truc comme ça. Maintenant, le problème que je vois venir, c'est comme il l'a dit. Si maintenant, celui qui est parti, il n'est pas accessible, alors que c'est à lui qu'on envoie chaque fois le coach. Donc, c'est là que c'est important, quand vous enregistrez, d'avoir un numéro ou bien un téléphone du service. Est-ce que vous voyez? Il faut que ce soit le téléphone du service. Le téléphone là ne va pas partir avec la personne. Il faut que ce soit le téléphone du service. Pour que s'il y a un problème, ce téléphone là est permanent là. Ce numéro est là. Il ne faut pas utiliser les données personnelles, mais les données de l'association pour rentrer les infos. C'est là que j'ai vu quand vous avez dit. Parce que si la personne utilise ses infos personnelles et que la personne vous êtes dans, si vous êtes là, vous êtes dans les problèmes. Voilà. Nous-mêmes, on nous a demandé à prendre la formation, on nous a dit non, que normalement, le récipiendaire doit être en mesure de s'inscrire sur le site. Mais dans la nous sommes africains, nous connaissons l'égalité. Donc, appel à quelqu'un de l'extérieur. Donc, comme elle a dit, c'est un système qui est nouveau. Et on nous a dit que vous devez normalement pouvoir Donc, et aussi, en fait, dans la subvention, lorsque vous allez vouloir déposer la subvention, votre numéro d'identifiant unique là, doit être à jour en fait. Donc, maintenant, c'est la mise en œuvre opérationnelle du projet qui est sur une année. C'est-à-dire que si vous financez, votre projet doit être étalé sur une année, vous ne devez pas excéder une année. Donc, vous voyez bien la nuance des choses. Je pense que votre question était aussi relative à ça. Et aussi, pour votre récépissé, vous le changez chaque 2 ans, chaque une année, ça dépend des entités. Les entités, chaque année, ils font des âges et ils changent en fait leur récépissé. Donc, vous devez repartir encore pour dire que vous avez changé d'entité et aussi, etc. Donc, c'est très important. En fait, la petite précision que je voulais, c'est par rapport à quand on dit que c'est valable une année, l'identifiant unique là, c'est de janvier à décembre ou bien c'est à partir du moment où j'ai rempli là. Ça prend effet au jour où j'ai rempli jusqu'à une année. D'accord, ok. Merci.